Nous recevons donc les membres du réseau Intersection, Monsieur Lanouette, qui en est le président, Monsieur Duchesneau et Monsieur Marco. Alors, bienvenue, messieurs, dans le cadre des travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis coordonnateur du comité. Et rapidement, je vous présente les membres de l'équipe du comité. Madame Nicole Gibault, qui est avec nous, Monsieur Alexandre Matte. Bonjour. Et M. Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Il y a Mme Marlene Jennings, qui est aussi membre du comité, a eu un empêchement ce midi, donc elle ne sera pas avec nous. Nous avons eu au préalable votre mémoire, les membres en ont pris connaissance. Et simplement pour vous rappeler quelques consignes, vous avez une dizaine de minutes pour la présentation du réseau et de votre mémoire. Ensuite, on va s'engager dans une discussion d'une vingtaine de minutes, histoire de permettre aux membres d'approfondir un certain nombre de dimensions que vous soulevez dans votre mémoire. Alors, si tout ça vous convient, M. Lanouette, je vous laisse la parole. Peut-être nous présenter les gens qui vous accompagnent et par la suite, on entamera le 10 minutes. Alors, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup. Merci aux membres du comité consultatif pour l'invitation qui a été faite au réseau Intersection. Donc, je me présente, Francis Lanouette, directeur de la région intermunicipale de police Thérèse de Blainville et coprésident du réseau Intersection. Donc, je vous expliquerai tantôt pourquoi la notion de coprésidence. Je suis accompagné de mon collègue Jean Duchesneau, directeur de police de Wendake, également coprésident du réseau, ainsi que de Marco Mercier, inspecteur au service de police de la Ville de Québec et vice-président du réseau Intersection. Ce que je vous proposerais, messieurs, dames, c'est le déroulement de la présentation qui pourrait débuter par une brève présentation du réseau Intersection, son histoire, sa mission et son mandat. Par la suite, mes collègues et moi répondrons à 3 questions que vous nous avez adressées dans le cadre de cette invitation. Je parle ici de l'état de situation de la police communautaire au Québec, qui sera présenté par notre vice-président Marco Mercier, la formation et les éléments qui, selon nous, devraient être mis en valeur et qui vous seront énumérés par notre coprésident Jean Duchesneau. Et enfin, l'importance à accorder à la valorisation du travail policier que je vous présenterai, et par le fait même, je viendrai boucler notre exposé. Naturellement, nous serons disponibles par la suite pour répondre à vos questions. Est-ce que ça vous convient comme ça? Très bien. Alors, vous pouvez débuter, M. Lanouette. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que le réseau Intersection? Donc, le réseau Intersection a été créé en 1993 par des directeurs de police du Québec et l'École nationale de police du Québec en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Sa mission, élaborer, concrétiser et promouvoir un modèle québécois de police qui s'appuie sur les composantes de l'approche communautaire en mobilisant les acteurs concernés en vue de prévenir la criminalité et de sécuriser les milieux de vie québécois. Par son action, le réseau vise à promouvoir et soutenir la prévention de la criminalité et la sécurité du quotidien, l'échange, l'établissement de réseaux et la concertation, favoriser la réflexion, la recherche et le développement. Il est important d'ajouter que toutes les organisations policières du Québec sont membres du réseau Intersection et 7 corps policiers autochtones également qui sont membres du réseau. À cet égard, vous avez remarqué tantôt, je vous ai parlé de la coprésidence. Donc, c'est tout nouveau. Lors du dernier conseil d'administration du réseau Intersection, il y a eu une décision qui a été prise de modifier les statuts et règlements du réseau pour y insérer une coprésidence, faisant en sorte que moi, à titre de coprésident, je représente l'ensemble des corps policiers québécois en matière de police communautaire au sein du réseau en tant que tel, alors que mon collègue Jean Duchesneau représente les corps policiers autochtones du Québec. Donc, de cette façon-là, on voulait démontrer clairement, en termes de réseau, l'importance qu'on accordait à la réconciliation. Donc, je laisserai maintenant la parole à mon collègue Marco Mercier de poursuivre notre présentation en nous présentant l'état de situation de la police communautaire du Québec selon la perspective du réseau. Donc, la parole est à vous, M. Mercier. Merci, Francis. Alors, l'approche de police communautaire. Les organisations policières ont fait des pas de géant au cours des 2 dernières décennies et il reste encore du chemin à parcourir. L'importance accordée au rapprochement avec le citoyen et les différents partenariats développés sont que quelques exemples pour illustrer un modèle qui a tranquillement su s'incruster au sein des organisations policières. Malheureusement, le développement du modèle au sein d'une majorité d'organisations ne s'est pas fait de façon transversale. Ce sont de petites équipes de spécialistes qui ont hérité de ce rôle, alors qu'une grande majorité des policiers et policières ont poursuivi le travail traditionnel de la police.
Un changement de culture s'impose afin que l'ensemble des policiers et policières, peu importe leur fonction, soient imprégnés de cette approche. La police communautaire se transforme. Le travail du policier a énormément évolué au fil des années et une grande partie des interventions sont actuellement des interventions de nature sociale, d'où l'importance à accorder à ce modèle de police. C'est à travers une transversalité de l'approche que nos policiers et policières pourront mieux répondre aux attentes des citoyens et citoyennes du Québec. Concertation et partage des rôles. À cette transversalité s'ajoute une plus grande concertation et un meilleur partage des rôles entre la sécurité publique et la santé et services sociaux. Une grande partie des interventions policières sont de nature sociale. Les systèmes de santé et les services de police travaillent auprès des mêmes clientèles et ce, trop souvent en silo. Il devient impératif de favoriser une plus grande collaboration entre ces deux entités. Certains projets de partenariat ont d'ailleurs démontré leur efficacité à ce sujet. Un des obstacles le plus souvent mentionnés par les organisations policières à cette concertation est la difficulté à échanger l'information. Les lois actuelles, comme par exemple celle sur l'accès à l'information, ne permettent pas ou rendent difficile ce type d'échange. Se moderniser pour la sécurité et mieux-être des collectivités. Notons que le modèle de police communautaire du Québec pourrait également, dans sa modernisation, s'inspirer du modèle développé du côté canadien, qu'on appelle le Community Safety and Well-being, que nous traduisons ici en français, sécurité et mieux-être des collectivités, favorise justement une approche dite pluridisciplinaire. Un hub, qui est une forme de table de concertation, avec un réel pouvoir d'intervention et d'échange d'informations, un volet très important. Ce modèle, pour être applicable au Québec, devra bénéficier de modifications importantes, encore une fois, notamment à la loi d'accès à l'information, afin de permettre aux participants de ces hubs d'échanger en toute légalité sur les clientèles les plus vulnérables au Québec. Une approche normée et reconnue. Alors, pourquoi ne pas envisager la mise en place d'une approche normée? Un processus d'évaluation de l'implantation de l'approche pourrait, à terme, mener à une certification. Une norme ISO police de proximité, par exemple. Il serait aussi pertinent d'offrir aux policiers et policières qui, durant leur carrière, se démarquent en cette matière une reconnaissance, une décoration officielle, décoration qui pourrait être remise lors de la cérémonie annuelle à l'École nationale de police du Québec. Merci de votre attention. Maintenant, je passe la parole à M. Jean Duchesneau, qui est directeur du service de police de Wendake et co-président du réseau intersection, qui vous parlera de formation. Merci, M. Mercier. Bon après-midi à tous. Donc, pour la formation, nonobstant la grande qualité et la rigueur du parcours d'un étudiant et d'une étudiante qui désire devenir policier ou policière au Québec, nous désirons mettre en lumière 3 éléments. D'abord, la formation spécifique à l'approche de la police communautaire et sa stratégie proactive, la professionnalisation du travail policier, ainsi que la formation sur la réalité autochtone. Commençons d'abord avec la formation spécifique sur la stratégie proactive. Cette formation, développée au cours des dernières années par l'École nationale de police du Québec, s'adresse aux policiers et policières terrain ainsi qu'aux gestionnaires. Nous constatons ici encore que cette formation, bien couverte à l'ensemble de la communauté policière, est souvent, pour ne pas dire tout le temps, dispensée par de petits groupes de policiers et policières qui sont spécialisés dans la mise en application de l'approche. Cette observation est tout aussi valable pour les gestionnaires des organisations policières. Or, c'est à l'ensemble des membres que cette formation devrait être dispensée. Si nous voulons modifier la culture policière, il faut nécessairement encourager ce type de perfectionnement, et ce, quelle que soit la fonction occupée par le policier ou la policière. Quant à la professionnalisation de la fonction policière, c'est un projet qui est sur la planche depuis de nombreuses années. Le temps serait venu de mettre cette idée en application. Lorsque nous y songeons, cette idée fait tout son sens. D'abord, parce qu'en professionnalisant, nous offrons au personnel un coffre d'outils bien garni, combinant à la fois la théorie et la pratique. Parce qu'avec cette professionnalisation peut venir un ordre professionnel qui a comme mandat de mettre en place des normes et qui a l'obligation de reddition de comptes au sein de la population. Pensons par exemple à des normes en lien avec l'approche de la police communautaire. Voici une idée qui permettrait à la fois au Québec et aux communautés des Premières Nations et Inuits de se démarquer et d'offrir aux nations une institution policière du 21e siècle.
Dans ce sens, je me permets de revenir sur 4 éléments ressortis dans le mémoire de l'École nationale de police du Québec sur la réalité autochtone et bien sûr que nous partageons. Premièrement, adapter les formations selon leur réalité sociale, les diffuser dans leur communauté et les traduire aux besoins. Deuxièmement, outiller les communautés autochtones afin d'augmenter l'accessibilité aux formations à un plus grand nombre de policiers autochtones par l'offre de formation en ligne. Troisièmement, poursuivre les recherches sur le modèle de police autochtone au Québec et revoir les services de raccompagnement pouvant leur être offerts sur le terrain, autant au moment de l'intégration que dans un objectif de formation continue. Finalement, bonifier la préparation psychologique des futurs policiers et instaurer des mesures de soutien en carrière pour diminuer l'isolement professionnel et social qu'ils vivent. Pour terminer, je me permets de vous citer un extrait d'une déclaration faite par certains grands chefs dans le rapport Écoute, réconciliation, progrès, produit par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador dans le contexte de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. L'extrait se lit comme suit. La méfiance des membres des Premières Nations envers les services policiers requiert non seulement une meilleure formation des officiers quant à leur réalité, mais surtout le recrutement, l'entraînement et le déploiement d'officiers issus des communautés des Premières Nations dans les centres urbains. Je cède maintenant la parole à M. Francis Lenouette pour la conclusion. Merci beaucoup, M. Duchesneau. Donc, rapidement, au niveau de la valorisation, là, avant de conclure, ce que j'aimerais juste préciser, c'est que souvent, l'institution policière, dans tous les pays occidentaux, mais également au Québec, on est plutôt réservé quand il est le temps de valoriser le travail que nous faisons et que nos membres font également. Donc, c'est à travers souvent le prisme des autres que la population se fait une image de ce qu'est un policier ou une policière avec les biais que cela impose. Dans un modèle où tout va rapidement, où les médias sociaux ont une influence réelle sur la perception des gens, il devient nécessaire d'expliquer le travail des policiers et policières au quotidien, souligner les bons coups et agir avec la plus grande des transparences lorsqu'un événement malheureux se produit. L'institution policière doit être consciente de sa réputation et elle doit y apporter l'attention qu'elle mérite. Donc, juste terminer en vous remerciant encore pour l'invitation qui nous a été lancée et peut-être juste souligner l'élément central là, qui nous apparaît essentiel aujourd'hui, c'est que dans n'importe quelle réforme policière, quelle qu'elle soit, il faut vraiment que l'approche communautaire, l'approche de proximité, donnons-lui le nom que l'on veut, mais qu'elle soit placée au cœur de cette réforme-là. Donc, merci à vous pour le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup, messieurs. 10 minutes pile. Je pense que ça ne pouvait pas mieux en termes de discipline. Merci pour la présentation. On va commencer sur ce pas avec la période de questions. Je vais commencer avec M. Louis Côté. Bonjour, content que vous soyez là. En passant, si vous voulez me permettre, en débutant, je vais m'adresser à M. Duchesneau. Vous avez perdu dernièrement un membre important de votre communauté qui, je pense, a donné sa vie à la sécurité et au mieux-être de sa communauté pour utiliser des mots que vous disiez tantôt. Fait que, en mon nom personnel, puis au nom de mes confrères et consoeurs qui pourront s'ajouter, nos condoléances pour la perte de M. Gros-Loup. Au moins, il y avait une bonne nouvelle ce matin. Son petit-fils ou quelque chose du genre est dans un joueur de basket de premier niveau, puis il s'en va aux États-Unis. Fait qu'au moins, il y a une bonne nouvelle à quelque part concernant la famille Gros-Loup. Écoutez, je pense qu'on est d'accord pour une chose, la police communautaire n'a à peu près pas réussi à se développer horizontalement ou transversalement, plutôt un groupe restant de personnes. Disons que les organisations n'ont pas été contaminées par la police communautaire. Une des raisons qu'on nous dit, c'est que le mot communautaire n'est pas toujours bien compris de la même façon, disons ça comme ça. Mais en même temps, aujourd'hui, on parle de proximité, résolution de problèmes, concertation, partenariat. On va pouvoir y trouver un nom quelque part. Il ne pourra pas avoir tous ces noms-là. Okay? Si, selon vous, est-ce que c'est une stratégie qu'on devrait enchasser dans la loi de police, en faire une politique? Comment vous voyez ça pour l'avenir? Parce que là, de ce que je comprends de ce que vous venez de dire, on est rendu à l'aube du step 2, de la philosophie de ce type de policier-là. Comment vous voyez la suite des choses pour que ça se réalise cette fois-ci? Donc, je ne sais pas si M. Duchesneau, est-ce que vous voulez débuter ou vous voulez que je débute? Bon, allez-y, M. Lenouette. La question, je pense, s'adresse à tout le monde. Ouais, c'est pour ça que j'ai...
Je pense qu'effectivement, il faut arriver avec. C'est pour ça qu'on parlait entre autres de normes, normer la situation et surtout faire en sorte que ces normes-là doivent être respectées. Donc, il y a une reddition de comptes qui soit en lien avec ces normes-là. Je pense bien objectivement qu'il y aura toujours des spécialistes dans ces domaines-là. C'est normal, ça nous en prend dans nos organisations policières, mais il faut également que l'ensemble du personnel de l'organisation maîtrise correctement c'est quoi la police communautaire, c'est quoi la police de proximité, on s'attend à quoi d'eux, leur rôle, ainsi de suite. Mais effectivement, il faut qu'au final, ça soit normé et qu'il y ait une entité quelconque qui soit capable de venir faire la vérification qui s'impose au sein des organisations puis de s'assurer effectivement que ces critères-là, ils sont respectés, sont mis de l'avant. Et dans le rapport annuel, faire mention, autant que pour le reste, comme le taux de solution des enquêtes criminelles, il y aurait peut-être quelque chose des objectifs à atteindre clairs, puis une reddition de compte là-dessus. Exact. Monsieur Duchesneau, est-ce que vous vouliez ajouter aux commentaires de M. Lenouette? Non, ça va? Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, puis entièrement d'accord avec les propos de monsieur, son nom m'échappe, le monsieur qui m'adresse la parole, je n'ai pas noté. Monsieur Côté. Monsieur Côté, excusez. Parce qu'actuellement, puis dans les années qui se sont passées, qui se sont déroulées les dernières années, je pense que c'était d'abord une culture organisationnelle mise en place par le gestionnaire, donc un peu au goût du gestionnaire. Je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à... Je suis d'accord avec l'expression du step 2, là. Donc une version à jour, puis un peu une obligation, un peu comme on vous a présenté. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui était dit. Oui, M. Mercier, allez-y, oui. Sur ce que M. Côté disait au tout début par rapport à la nomination police communautaire, le mot, là, ce qu'un ou deux policiers me disaient cette semaine ici, on fait des interventions communautaires, on fait de la police aussi en rapprochement, de la police de proximité. Tu sais, c'est un peu différent, mais c'est peut-être une façon plus souple d'introduire cette fonction-là dans nos rangs. OK. Je pourrais peut-être juste ajouter un élément, je m'excuse, mais vous allez voir, c'est un dossier qui nous passionne. Donc, oui, ça semble évident. On a souvent le goût d'en ajouter, mais simplement, vous savez, au Québec, déjà, il y a le nom exact, je ne m'en souviens plus, on dit souvent l'inspectorat qui vient faire des vérifications dans les organisations policières, qui va venir souvent évaluer, par exemple, actuellement, ils viennent faire des vérifications au niveau des enquêtes criminelles, comment on traite les dossiers d'agression sexuelle, et ainsi de suite. Bien, cet inspectorat-là pourrait certainement être une des instances qui pourrait s'assurer justement que l'implantation de la police communautaire se fait à un rythme adéquat ou police de proximité, là, ainsi de suite. Et avec, oui, en parallèle, ce que vous disiez, M. Côté, là, une reddition de compte peut-être au niveau du rapport annuel, mais je pense aussi qu'il doit y avoir un suivi plus mordant, je dirais. Là, un audit. Oui, exactement. L'audit, c'est un très, très bon terme. C'est un bel exemple, effectivement. C'est bon. Madame Gibault, c'est à vous. Oui, bonjour. Moi, je vais l'appeler la police de demain. Alors, je pense que j'ai rien qu'une définition. Comme je n'avais une pour la proximité, c'est d'être proche des citoyens, évidemment. Je vous mets devant une situation auquel on est confronté, là, de toute évidence, dans notre réflexion. Alors, c'est assez drastique comme position. Est-ce qu'on est capable d'arriver à la police de demain? Est-ce qu'on est capable d'entrevoir la police de demain? Parce que les changements législatifs au niveau pour atteindre ce but-là, c'est-à-dire la loi sur l'accès à l'information, tout ça, ça n'arrivera pas demain matin nécessairement. Mais est-ce qu'on est capable d'entrevoir ça si on coupe les niveaux 1, 2? Point final, et qu'on s'en va tout après ça à 3, 4, 5 et qu'on remplace tout ça par la Sûreté du Québec qui pourrait faire évidemment certaines tâches de ce qu'on appelle police de proximité dans un encadrement X. Aussi direct que ça, ma question. Oui, bien, ça va être difficile pour le réseau. Hein, puis ici, on agit à titre de représentant du réseau Intersection. Puis on n'est pas les meilleures personnes pour se prononcer quant au modèle de police, là, au sens large que vous nous parlez. Là. Je pense que c'est plus aux organisations policières puis à d'autres spécialistes que vous avez soit rencontrés, que vous allez rencontrer dans les prochains jours, de se prononcer par rapport à ça. Nous,
notre compétence en termes de représentants du réseau intersection ou notre spécialité, c'est vraiment le domaine de la police communautaire. Donc, c'est plus à ce niveau-là, je pense qu'on est appelé à répondre, là, Mme Gibault, en tout respect. Mais vous la voyez, cette police communautaire-là, dans quel niveau? Parce que vous représentez 30, j'ai compris, là, garde tout le monde, là, finalement. Oui. Et vous la voyez où? Bien, nous, ce qu'on vient dire, c'est que, puis on parle souvent de transversalité, hein. Ce qu'on vient dire, c'est que l'ensemble des policiers ou policières, quel que soit le niveau de service, sur le fond, doit toujours avoir en arrière-plan cette approche-là. Donc, que je sois au niveau de la patrouille, je réponds aux appels, bien, je dois toujours avoir cette approche-là de proximité. Mais c'est la même chose quand je suis au niveau des enquêtes. Regardez des exemples là, qui peuvent dire ça n'a pas sa place, mais vous allez voir que ça a sa place. On peut faire, exemple, le groupe d'intervention tactique qui va faire une intervention hyper dynamique, mais qui, à la fin, aura la précaution de faire la tournée des voisins et des voisines pour venir expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait, puis qu'ils sont en sécurité, puis que c'était une intervention qui était... Donc, de toujours avoir cette étape-là additionnelle, je vous dirais, dans chacune des interventions qu'on fait à chacun des niveaux, puis en fonction des différentes fonctions, justement, qu'on exerce. Et ce, peu importe le service de police, surtout du Québec, Montréal, ailleurs, peu importe, dans notre fonction policière au Québec, c'est en plein ce que M. Lanois dit, c'est ça qu'il faut qu'il se développe. Merci. Ça va, M. Matt, c'est à vous. Oh, votre micro, M. Matt. Vous allez mieux m'entendre comme ça. Professionnalisation de la misère de la police. Bon, on sait que la police est déjà pas mal très encadrée et contrôlée. Et on rajouterait un élément supplémentaire qui nous apporterait quoi? OK. Je regardais mon collègue Jean. Je ne sais pas s'il laisse lancer en premier. Ben, j'ai tendance à prendre le plancher tout le temps. Vas-y, Francis. Vas-y. Francis. OK, parfait. Donc, dans le fond, vous avez raison, M. Matt. Déjà, au fil des années, moi, ce que je pense, c'est que depuis 20-30 ans, on a tranquillement, même à une vitesse assez rapide, je vous dirais, on a transformé la police et on l'a de plus en plus professionnalisée. La seule chose, c'est qu'on n'a pas fait le pas final en lien avec ça pour plusieurs raisons là, en tant que tel. Mais et c'est là qu'on vient dire, nous, un ordre, ça fait quoi un ordre? Quand on parle d'un ordre professionnel, bien, ça assure la protection du public. Déjà, au Québec, on a mis en place des mécanismes pour assurer la protection du public au niveau policier. Hein? Je pense au BEI, je pense à la déontologie policière. Donc, il y a déjà un premier morceau qui existe. On a réglementé, puis on a surveillé l'exercice de la profession. En partie, à la ministère de la Sécurité publique, qui met en place le guide des pratiques policières. On a une loi sur la police qui existe. On a des obligations à certains égards. Donc, il y a une certaine forme de réglementation qui a été faite. L'élément, je pense, qu'il faut ajouter, on le fait, mais quand on parle de favoriser le développement de la profession, hein, tantôt, je parlais de valorisation. Donc, un ordre, ça a souvent également cette responsabilité-là de favoriser le développement de la profession. Donc, dans le fond, ce qu'on vient dire, c'est il y a beaucoup d'éléments qui sont en place au Québec pour en arriver à cette professionnalisation-là. Et, bon, je donne un exemple parce que des fois, les gens ils vont me dire « Ouais, mais c'est quoi, vous voulez que les policiers ils fassent 3 ans d'université puis qu'ils soient... » Bien, je donne souvent l'exemple au niveau des soins infirmiers en tant que tel. Nos infirmiers, nos infirmières, ce sont des professionnels qui suivent, tout comme les policiers et policières, une technique. Hein, dans le cas des policiers, ils font une technique de 3 ans, puis après, ils vont à l'École nationale du Québec. Eux, ils vont faire une technique et après, ils vont passer l'examen de l'ordre. Hein, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Ils vont devenir infirmiers et infirmières. Et après, s'ils veulent progresser dans leur organisation, ils devront suivre d'autres cours universitaires. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on doit aller comme organisation. Donc, nos policiers et policières font leur formation en technique et suite à ça, si je veux devenir sergent, lieutenant, un cadre intermédiaire et éventuellement même un directeur de police, bien, je devrais approfondir mes connaissances universitaires à différents niveaux universitaires en fonction de où je veux aller dans mon organisation. OK, donc ça serait davantage au niveau de la formation continue, de la préparation à des fonctions supérieures où on pourra trouver l'utilité. Mais est-ce que ce rôle-là ne pourrait pas être... tantôt, on a parlé d'inspectorat.
l'inspectorat, il inspecte, mais on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de mordants. Est-ce que l'inspectorat, avec un peu plus de mordants, puis il pourrait jouer ce rôle-là plutôt que d'instaurer un autre organisme au-dessus encore? Bien, moi, je pense que, dans le fond, on vous parle d'un ordre, mais toute idée est bonne. C'est une entité quelconque, mais ça prend vraiment une entité qui va s'assurer du respect des normes puis qui va faire en sorte qu'il y aura des redditions de comptes obligatoires. Donc, oui, on est à la même place, là. On a amené le modèle de l'ordre parce que c'est quelque chose qu'on connaît, puis que ça articulait bien notre pensée en arrière de ça, mais pas n'importe quel, mais un modèle là, qui serait dans cette lignée-là, je pense que ça serait très pertinent. Et ça aurait peut-être l'avantage d'éviter la frivolité des syndicats. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Pour l'idée de l'ordre aussi, ce que j'aime bien, ce que Francis mentionnait, c'est toute la question de valoriser la profession, en fait, là, parce qu'on ne se le cachera pas, là, de moins en moins de jeunes ont un intérêt pour le travail policier. C'est de plus en plus complexe, c'est médiatisé, vous connaissez un peu comment ça se passe, là. Donc, peut-être que ça apporterait une certaine valorisation au métier qui deviendrait davantage une profession, là. Moi, j'aimerais aborder avec vous, messieurs, le concept de hub, parce que vous l'abordez dans le mémoire. On a entendu au cours des 2 dernières semaines beaucoup d'initiatives, que ce soit les ententes multisectorielles à l'égard des enfants. Il y a beaucoup d'initiatives de concertation. Et le modèle de Prince George, dont on parle beaucoup, c'est que tout ça est intégré de façon permanente. Dans le fond, la police communautaire, est-ce que n'est pas le socle sur lequel devraient reposer toutes les ententes, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté, parce qu'on le fait de façon très sectorielle. On essaie de briser les silos, mais on demeure dans des tranches très précises. Alors, est-ce que je me trompe en disant que le concept de police communautaire, c'est celui sur lequel on doit bâtir le hub? Tout à fait. Au début des années 2000, il y a une politique qui a été mise en place pour des milieux de vie plus sécuritaires où, à ce niveau-là, d'ailleurs, ça ne reposait pas seulement sur la police, le milieu de vie sécuritaire, mais ça repose sur l'ensemble de la collectivité, les organismes communautaires qui la composent, les municipalités et les différentes institutions et organisations gouvernementales qui existent. Donc, effectivement, c'est le socle sur lequel ça doit reposer. Nous, ce qu'on constate, mais je vous dirais qu'on sent un vent en passant, là, un vent de changement majeur. Puis je vais prendre mon organisation en exemple. On est en discussion très intéressante actuellement avec le CIS des Laurentides pour intégrer des travailleurs sociaux dans notre organisation. Donc, on voit qu'il y a une ouverture dans ce sens-là. Mais il y a souvent, effectivement, M. Mercier le mentionnait tantôt, il y a souvent des silos entre les organisations, la santé, la sécurité publique. Puis là, on travaille les mêmes sujets, mais chacun de notre côté. On ne peut pas vraiment se parler. Si on se parle, la loi ne nous le permet pas. Donc, c'est là où ça devient complexe et où, effectivement, il faudrait être capable d'attacher les mailles, finalement, de ce filet-là ensemble pour qu'on travaille davantage en concertation. Et là, la loi, puis vous l'évoquez, la loi d'accès à l'information, le partage d'informations, il y a là un véritable problème d'ailleurs, pour les corps policiers, mais qui sont en relation avec des partenaires, parce qu'on constate ça aussi. Puis en même temps, il y a une frilosité sur le droit à la vie privée. C'est un équilibre qui n'est pas facile, pas facile à trouver, mais on doit le déplacer, cet équilibre-là. C'est ce que je comprends de votre part. Le chemin va être long. Il est long à faire parce qu'il faut convaincre aussi les directions des différents hôpitaux, l'ordre des infirmiers et infirmières, le collège des médecins, etc., qui ont tous leurs enjeux là, selon les métiers, la santé pour le secret professionnel. Puis là, ça devient... c'est vraiment pas évident, je vous dirais. Là, puis, pour être honnête, par moments, désagréable. C'est bon, monsieur. Monsieur Matt. Oui, tout à l'heure, on a parlé de la police de proximité.
avec un paquet de groupes qu'on a rencontrés, autant des élus que des policiers, on essaie de définir exactement c'est quoi la police de proximité. Il y a un maire qui nous a donné une définition qui était très courte, mais que pour ma part, j'ai trouvé plein de sens. Quand les policiers n'ont rien à faire et qu'ils voient un groupe de personnes à quelque part qui débarquent de l'auto, qui viennent leur parler. C'est ça le début de la police de proximité. Puis je pense que c'est plein de bon sens. Bon, ma question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que les policiers débarquent de l'auto pour aller jaser avec le monde? Dans le fond, c'est vraiment, il y a un changement de culture. Puis tantôt, je parlais de valorisation, mais qu'est-ce qu'on connaît de la police, là? Prenons le citoyen, pas le policier et la policière qui sait c'est quoi qu'il fait comme travail, mais prenons n'importe quel citoyen. Qu'est-ce qu'il connaît de la police? Il connaît ce qu'il a vu à la télévision. Il connaît ce qu'il a vu dans les films. Donc, c'est quoi? C'est de la police d'action. On fait des arrestations. On résout un meurtre en 24 heures avec CSI qui arrive. Mais on ne connaît pas réellement qu'est-ce que le travail des policiers et policières est. Et notre personnel également qu'on embauche, dans le fond, il émane là, de ça. Là. Ils ont voulu devenir policiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté... moi, à mon époque, c'était Miami Vice. Là. Je sais qu'aujourd'hui, on est démodé, là, mais donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment ce changement de bien faire connaître la profession. Ça, c'est un des éléments importants. Les bases de la police au Québec, au Canada, c'est souvent, on dit que le père de la police communautaire, c'est C. Robert Peel, qui disait, entre autres, que la police est le citoyen et le citoyen est la police. Donc, c'est ça, cette mentalité-là qu'il faut revenir. Donc, quand vous dites effectivement qu'il faut que nos policiers, nos policières débarquent sur le terrain et qu'ils aillent parler aux citoyens, mais c'est la base, ça. Mais il faut leur donner aussi les outils, il faut leur donner le temps de faire ça également. Donc ça, c'est là où je reviens toujours avec ma notion des normes. Si je normalise correctement le volet que la police au Québec doit être de proximité communautaire, je balise le personnel qui doit être spécialisé dans ce domaine-là et que l'ensemble des policiers et policières ont cette valeur-là commune et la partagent, on va arriver vers ça, M. Pratt. Monsieur Matt, pardon. Moi, je suis convaincu de ça. On le voit déjà, là, quand on y croit, là, on voit que ça se fait. Là. Nos policiers et policières, là, ils en font là, de la police communautaire. C'est pas ça qu'on vient vous dire aujourd'hui. Ils en font quotidiennement. Mais il faut que ça devienne la norme, pas l'exception ou pas le réflexe de temps en temps. Et nous aussi, on a une responsabilité des gestionnaires à travers tout ça. Souvent, on va leur donner des opérations de sécurité routière, des opérations de surveillance criminalité à faire, mais on peut leur donner aussi des missions, entre guillemets, là, de faire justement de la police communautaire, de débarquer, centre d'achat, etc., parc, pour faire ce type de surveillance, puis faire en même temps des actions de rapprochement avec la population. Ça va, Madame Gibault? Oui. Je vais faire une piste sur ce que mon collègue Alexandre disait, c'est que j'avais déjà entendu de fermer l'air climatisé quand il fait trop chaud l'été dans les automobiles. Ils vont sortir dehors pour aller rencontrer le monde. Ils vont baisser la fenêtre. Ouais. J'ai entendu celle-là. Alors, écoutez, moi, je vais y aller sur ce que vous appelez le partage d'informations, parce que j'ai entendu que vous avez maintenant probablement quelqu'un des centres des services sociaux, ou en tout cas, dans ce domaine-là, du service de la santé, est-ce que ça doit aider énormément au partage d'informations parce qu'ils ont plus accès nécessairement à certaines informations et où on a entendu pendant les audiences publiques qu'il existait des leviers législatifs dans différentes lois pour passer, pas contourner, mais pour effectivement obtenir de l'information. Et ma question, je l'avais posée, je sais quoi tous ces trucs-là, parce que dans le fond, et pour arriver au partage d'informations, parce que je pense que c'est essentiel, tout le monde comprend que pour arriver à un bon résultat, il faut qu'il y ait un partage d'informations. Alors, premièrement, dans votre organisation, oui, mais étiez-vous au courant qu'il y avait des leviers législatifs pour obtenir ça? Moi, je ne savais pas. On en connaît certains, là, dans le fond. Entre autres, c'est sûr que le secret professionnel va être levé lorsque la vie d'une personne pourrait être en danger ou la vie de la population. Donc, dans ces situations-là, on les connaît. C'est certain aussi que si nous,
Il y a des protocoles de collaboration qui s'établissent. Là. Il y a peut-être des moyens, des fois, de nous aider à ce niveau-là, mais je vous avouerai que je ne les connais pas toutes, Mme Gibault, là, tous ces chemins-là qu'on pourrait prendre. Mais en tout cas, s'il y en a, ils ne sont pas connus parce que quand arrivent ces situations-là, ben, effectivement, dans plusieurs cas, on va se braquer à bon, mais je peux pas te le dire, je ne peux pas te donner son nom, mais on travaille probablement, ou on parle probablement de la même personne, puis que si on pouvait travailler davantage en collégialité, je vais le dire comme ça, ben, ça nous permettrait peut-être d'amener plus loin cette personne-là, puis d'éviter des drames dans certains cas. Je vous avoue que c'est pour ça que ça a piqué ma curiosité énormément, mais il n'y a pas de guide. Le temps file, peut-être. Moi, j'ai encore une question. Vous savez, sur le territoire du SPVM, les anciennes municipalités, je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Lanouette, il s'est développé plusieurs services de sécurité publique, de proximité, qui n'est pas la police, qui, par exemple, à Pointe-Claire, c'est quand même un contingent de 34 personnes, Mont-Royal, les anciennes villes défusionnées. C'est le cas aussi à Hudson. Donc, il y a là un appétit pour la proximité, mais ce n'est pas des corps de police, ce ne sont pas des policiers. Je reviens un peu à la première question que Mme Gibault avait posée. Dans le type d'organisation, là, on est dans le cas du SPVM, qui n'est pas votre corps de police, évidemment, ou la Sûreté du Québec. C'est possible d'en arriver à cette proximité-là en l'imposant, par exemple, en modifiant le travail du policier qu'il a à faire dans ces grands centres-là pour jouer ce rôle-là de communautaire, là, de prévention. Est-ce que parce que ça donne l'impression, plus que l'organisation est grosse, moins il y a de l'ancrage communautaire dans le travail des policiers. J'essaie de jauger. Est-ce que c'est possible d'emmener d'une façon, je ne dirais pas uniforme, mais d'une façon là où il y a des grands corps de policiers, d'en arriver à une prestation de service communautaire? Bien, moi, je suis convaincu que oui, je vais donner. Puis je pense qu'on a un exemple éloquent au Québec qui, malheureusement, puis souvent, moi, bon, je ne vous dis pas que c'est ça la réponse au fait que la police communautaire ne s'est peut-être pas implantée au rythme qu'elle aurait dû s'implanter, mais je pense que le 11 septembre 2001 a certainement mis un frein majeur à l'implantation de la police communautaire au Québec. Mais si on recule un peu avant, pensons à ce que M. Duchesneau était en train de faire avec le SPVM. Il avait réussi à travailler conjointement avec la Fraternité des policiers et policières de la ville de... à l'époque, c'était SPCUM, je crois. Qui étaient tous les deux à la même place quant à l'implantation de la police communautaire. Donc, je pense que c'est un travail aussi de collaboration. C'est certain que si on veut imposer un modèle, mais qu'on ne va pas chercher l'adhésion de nos membres, ça va être difficile. C'est là où il faut effectivement avoir une cohésion avec les différents syndicats, principaux syndicats au Québec aussi, pour ramener cette culture-là, parce que c'est un changement de culture qu'on veut implanter, mais il doit se faire vraiment... Il faut avoir une compréhension commune de c'est quoi la police de demain. J'ai beaucoup aimé ce que Mme Gibault disait tantôt, hein, la police de demain. Donc, il faut avoir cette compréhension commune-là de cette police-là. Une fois qu'on l'aura, bien, puis on va parler, dans le fond, les messages ça va être les mêmes messages de part et d'autre. On va être capable d'arriver à ce modèle-là. Puis, naturellement, mais il y a toujours quand même, au bout de la ligne, ça prend le chien de garde. S'il n'y a pas de chien de garde, on va l'échapper quand même. Donc, ça prendrait effectivement, au bout de la ligne, des certaines normes qui devront être respectées par les organisations. Et de la volonté. Beaucoup. Et de la volonté. Alors, on retient ça. Bien, merci beaucoup, messieurs. Ça paraît que vous êtes passionnés, puis je pense que vous la transmettez, cette passion-là. Merci beaucoup pour votre mémoire, pour les échanges, la qualité des échanges, pour votre contribution à notre réflexion. Elle va être très importante, cette contribution-là. Alors, merci beaucoup. C'est beaucoup apprécié. Merci à vous. Bonne idée, votre coprésidence. On est pas mal fiers de ça. Merci. Bonne fin de journée.